Bienvenue dans la série de podcasts Dawn sur les partenariats publics-privés. Je suis Fatou Sow, sociologue, membre du conseil d'administration de Dawn. Cette série propose une analyse féministe du Sud sur cet important thème socio-économique. Nous examinerons en profondeur les réalités du développement international contemporain, les pratiques néocoloniales et la mainmise des entreprises sur l'État. On parle de marchandisation de la gouvernance, qui est le titre d'un ouvrage publié par Dawn sous la direction de Vivienne Taylor, membre également du conseil d'administration de Dawn. Nous vous invitons à nous rejoindre alors que nous examinons ces défis et imaginons un monde équitable et juste pour tous. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Fatou Sow, je suis sociologue sénégalaise. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Dr Marème Ndoye de la responsabilité des entreprises et des droits humains. Nous allons tenter d'étudier, d'avoir une approche féministe des projets, partenariats privés. On appelle partenariat public-privé un partenariat comme moyen privilégié de réaliser des projets d'infrastructure comme la fourniture d'énergie, par exemple l'eau, l'électricité, des projets de transport, qu'il s'agisse d'autoroutes, de routes, de ponts, d'échangeurs, les télécommunications, les radios, télévisions, mais également l'accès à Internet, les aménagements agro-industriels ou bien des équipements d'éducation et de santé. Alors, ces partenariats publics-privés, ce n'est pas récent. Le mouvement émergent que l'on a au Sénégal, qui naît à partir des années 1990, est lié à ce contexte particulier. Ce contexte est celui des politiques d'ajustement structurel qui ont projeté de mettre l'Afrique dans l'économie mondiale libérale et de pousser à des réformes qui répondaient à un modèle théorique de l'économie de marché. La globalisation et la mondialisation a entraîné plusieurs pans de l'économie africaine dans ce secteur. Ces politiques amenaient les États à se désengager, c'est-à-dire à un moment donné, plusieurs secteurs d'investissement lourds et les ont poussés à transférer ces compétences à des collectivités locales. C'est ainsi que le président Abdou Diouf, qui était le président du Sénégal de 1980 à l'année 2000, avait comme slogan politique, c'est moins d'État, mieux d'État. C'est-à-dire moins l'État intervient dans l'économie, mieux l'économie se porte. Mais pour que les collectivités locales, c'est-à-dire les départements, les régions, le milieu rural ou le milieu urbain, puissent investir, c'était impossible de le faire à partir des budgets locaux. Donc, on a pensé que l'appui du secteur privé serait utile pour combler le manque d'argent. Et c'est ainsi que l'on a établi des partenariats publics-privés. Alors, ces partenariats, ils ont fait l'objet de choix et ils ont fait l'objet de montages financiers. C'est-à-dire qu'on a établi des budgets, on a vu qui apportait plus ou moins d'argent. Mais en fait, ces partenariats, l'un des grands problèmes rencontrés dès le départ, c'est qu'ils ont été très peu discutés entre l'État et les collectivités qui recevaient ces infrastructures. Dr Marème Ndoye, vous avez la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Merci pour cette invitation. Alors, moi, c'est Dr Marème Ndoye. Je suis économiste et enseignante-chercheur à la Faculté des sciences économiques et de gestion. Donc, j'ai travaillé avec le Bond dans le cadre d'une étude sur les partenariats publics-privés et le respect des droits humains, notamment le droit des femmes. Merci beaucoup. Donc, je vais vous poser une première question. Vous avez fait une étude de cas pour Dawn, qui était le Sénégal, avec un projet spécifique. J'aimerais que vous nous parliez d'abord du contexte. D'abord, le contexte historique, nous expliquer pourquoi un tel projet a été mis en œuvre et qu'est-ce qui s'est passé plus récemment depuis la rédaction de l'étude de cas. Nous allons peut-être commencer par vous demander de présenter l'étude de cas que vous avez soumise. Alors, dans le cadre de ce travail, nous avons une étude de cas de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, qui est un cas de partenariat public-privé. Alors, l'intérêt pour cette étude, c'est que d'abord, on est dans un contexte où ce mode de financement est devenu une solution de recours
pour le gouvernement, mais également qu'on fait face à des situations où on a des difficultés à financer les projets de développement qui coûtent assez cher. Donc, face à cette contrainte, le partenariat public-privé s'est présenté comme une alternative pour le gouvernement de financer des projets de développement. Alors, le cas de l'autoroute à péage est un cas pratique de partenariat public-privé. C'est un projet qui date de très longtemps, depuis le premier président de la République du Sénégal. Mais malheureusement, ce projet n'avait pas pu être réalisé du fait de contraintes de financement. Et c'est après la première alternance que ce projet a été remis sur la table et a pu bénéficier d'un partenariat public-privé pour être réalisé. Donc voilà un peu le contexte dans lequel nous avons choisi ce cas pratique qui a suscité beaucoup d'engouement, qui a suscité beaucoup de discussions sur la place publique, sur les médias également, sur beaucoup d'aspects, sur la pertinence même de ce projet, sur la pertinence du financement, du mode de financement, mais également sur le coût. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qui ont été portés, d'où l'intérêt que nous avons accordé à ce cas pratique. Et combien de temps a duré le projet et est-ce qu'on peut déjà, dès maintenant, commencer à tirer des conclusions de ce projet? Est-ce qu'il a été bénéfique pour les populations? Est-ce que les femmes en ont profité? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce qu'on peut déjà faire une sorte d'évaluation de l'impact du projet? Alors, si c'est en termes de pertinence du projet, le projet a été un moyen de faciliter la mobilité parce que, compte tenu de la configuration géographique, la seule sortie de Dakar, c'était la route nationale. Et donc, ce projet était une alternative qui permettait de faciliter la mobilité entre Dakar et les autres régions. Et j'avoue qu'en termes de pertinence, c'est un projet qui a été pertinent. Mais c'est un projet également qui a eu des impacts négatifs, parce que c'est un trajet qui était habitable, c'est des quartiers qui se sont trouvés découpés en deux, c'est également des critiques sur le coût engendré par le projet. Donc, en termes de pertinence, oui, c'est un projet qui est pertinent, mais également, il faut souligner qu'il y a des effets négatifs du projet sur lesquels il faut tirer des leçons pour les prochaines expériences, pour des expériences de partenariat public-privé. Est-ce que vous pouvez donner un exemple d'impact négatif? Par exemple, un impact négatif, c'est le projet qui passe par un quartier où sont implantées des infrastructures scolaires, des infrastructures de santé, des populations qui ont leur habitude, qui ont tissé des liens de fraternité, d'amitié, des zones où, par exemple, vous avez des populations avec des niveaux de revenus assez bas et qu'à travers ce circuit de connaissances, de relations humaines qu'ils ont pu établir, le fait de les délocaliser a créé un impact négatif. Vous dispersez, par exemple, deux voisins qui pouvaient s'entraider mutuellement, c'est un impact négatif. Le cas d'un établissement scolaire également qui a été délocalisé ou bien compensé. Mais cette compensation ne peut pas compenser la perte que l'établissement a subie. Donc ça, c'est des cas pratiques. C'est vrai qu'il y a des mesures d'accompagnement, des mesures de compensation, mais il faudrait, au-delà des règles prescrites, tenir compte de cet aspect culturel, cet aspect social qui constitue une réalité du terrain. Bien, je voudrais peut-être poser une question. C'est à propos des femmes pauvres et de leur communauté. Quel a été l'impact du projet? Est-ce que le projet leur a donné des activités ou bien le projet a supprimé les faibles activités que ces femmes pouvaient avoir? Est-ce que sur le plan non seulement d'activités, mais sur le plan de la circulation, sur le plan de l'accès au marché, l'accès à d'autres infrastructures, est-ce que ça a été facilité ou ça a été rendu plus difficile? Concrètement, le projet en tant que tel n'a pas pris en compte ces aspects, même s'il y a des mesures de compensation pour déplacer les populations. Ce qui est arrivé dans ce cas de figure, c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise que la société, le concessionnaire, a pu accompagner les femmes pour réduire les impacts négatifs, les accompagner en termes d'activités génératrices de revenus pour relever le niveau de vie de ces femmes. Mais il faut reconnaître que le projet en tant que tel a eu des effets négatifs sur les femmes particulièrement qui, comme je le disais tout à l'heure, ont pu avoir des réseaux qui leur permettent de subvenir à certains besoins. Et le fait de les délocaliser, de les séparer des lieux de marché, de les séparer de certains centres d'intérêt a constitué un impact.
Par exemple, si c'est toute la localité qui était déplacée en même temps vers une autre localité, là, ça aurait été beaucoup plus simple parce qu'on garde les mêmes liens. Mais le fait de disperser, ça pose problème. Alors maintenant, je vais peut-être revenir à des points clés que nous avons pris de votre étude de cas. Vous nous avez expliqué que, au fond, les institutions de Bretton Woods, après les programmes d'ajustement structurel des années 80, ont mis en place des mécanismes pour aider les États africains et les États sénégalais à financer des projets de développement. Et à ce niveau-là, on a eu tout un discours sur le besoin pour le pays d'avoir de grands projets d'infrastructure pour moderniser le pays. Et moi qui vis à Dakar, je sais qu'il y a eu tout un programme d'autoroutes, d'échangeurs autour, dans le Cap-Vert, qui est la région dans laquelle se trouve Dakar, où est le programme EFAGE, qui est un programme d'autoroute. En ce même temps, on peut se demander, est-ce qu'il était nécessaire à ce niveau-là d'avoir recours au financement privé? Est-ce qu'il y avait des problèmes budgétaires? Et le fait que le plan Sénégal émergent se concentre sur de grands projets, comment est-ce qu'on en est arrivé à favoriser ce partenariat public-privé? Effectivement, comme vous l'avez noté, dans les années 80, avec l'intervention des institutions de Bretton Woods, le pays a fait face à des politiques d'ajustement. Il faut savoir que c'était dans un contexte de pression budgétaire. Et on est dans un pays où la plupart des ressources budgétaires proviennent des recettes fiscales. Et dans ce contexte, vous voyez qu'il y a beaucoup de priorités pour l'État. Il y a les priorités relatives à la santé, relatives à l'éducation, relatives aux infrastructures. La différence entre les infrastructures et d'autres services qui sont offerts, c'est qu'il y a des services comme les infrastructures qui peuvent attirer des investisseurs privés parce qu'une autoroute à péage peut être rentable financièrement. Comparé par exemple à d'autres types d'investissements, je parle par exemple de l'éclairage public, un privé n'a aucun intérêt à s'y lancer. Le point commun, c'est qu'on fait face à un État qui a beaucoup de priorités à la fois, la santé, l'éducation, les infrastructures et d'autres axes qui sont définis dans le cadre du plan Sénégal émergent également, et fait face à une contrainte de financement. Et il y a des activités qui intéressent le secteur privé. Donc, ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Et l'État a mis en place un cadre institutionnel pour pouvoir attirer les investisseurs étrangers et promouvoir le partenariat public-privé. Malheureusement, lorsqu'on est dans ce mode de financement, les investisseurs ont beaucoup plus d'éléments pour tirer profit de ce mode de financement que le gouvernement. Et le risque maintenant, c'est que c'est la partie privée qui gagne plus que la partie publique. Et donc, pourquoi on est arrivé à cette situation? C'est principalement du fait de contraintes de financement, la pression budgétaire, beaucoup de priorités en même temps, et il faut faire des arbitrages. Et des activités qui peuvent intéresser le privé, on préfère laisser le privé s'en occuper sous forme de partenariat public-privé. Oui, mais on se rend compte, et vous dites également dans le rapport, au fond, ce privé, c'est un privé étranger. C'est très rarement un privé local. Et là, vous dites à un moment, vous écrivez dans le rapport, les intérêts du partenariat privé n'ont aucun rapport avec l'éthique économique musulmane. Vous pensez que l'éthique économique musulmane est moins intéressée à l'intérêt économique chinoise ou bien française qui est là? Parce que quand la Turquie, qui est un État laïque, mais qui a des prétentions de liens et d'éthique musulmane, et le président turc l'affirme à tout bout de champ, quand tu fais un aéroport, ou quand tu participes à la construction de l'aéroport, est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, l'éthique musulmane peut jouer? Est-ce qu'il n'y a pas une question d'intérêt? Et à ce moment-là, on peut se demander, est-ce que le Sénégal n'aurait pas pu privilégier des privés locaux? Oui, effectivement, ça, c'est une préoccupation parce que la plupart du temps, c'est des firmes étrangères qui gagnent ces marchés-là et au détriment de nos entreprises. Dans le contexte sénégalais, c'est vrai qu'on a l'expertise des fois qu'il faut, mais le financement de ces activités est assez consistant. Et malheureusement, notre système financier n'est pas assez soutenable pour permettre à nos entreprises locales de faire face à ces entreprises étrangères, je dirais même à ces géants étrangers. Donc, ce qui fait que quand un marché est lancé, il y a de fortes chances que ça soit une entreprise étrangère qui gagne le marché. Parce que l'entreprise locale, il doit être soutenu financièrement, avoir l'expertise qu'il faut. Et c'est à ce moment-là que dans les contrats de partenariat privé, qu'il faut aller vers le sens d'un équilibre où le privé y gagne parce que lui, ce qu'il cherche, c'est son intérêt. C'est une rentabilité financière qu'il cherche.
l'État qui veille à l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif, c'est pour lui de mettre en place ces infrastructures, mais également en faire tirer profit aux populations. Et quand on dit population, c'est les ménages, c'est les entreprises également. Donc, il doit y avoir un cadre qui permet, même si c'est une firme étrangère qui y gagne, que des entreprises locales puissent être impliquées pour capitaliser cette expérience-là pour de futurs projets. Mais malheureusement, une firme, ça reste une firme, son intérêt financier. Et nous sommes dans un contexte culturel, avec des considérations culturelles, des considérations coutumières qu'il va falloir prendre en compte, tout en permettant à l'État d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire de produire des infrastructures qui sont utiles pour le développement du pays, pour la circulation, pour l'approvisionnement des clients, parce qu'il faut dire par exemple que le cas que j'ai pris d'autoroute à péage, elle est assez importante pour la circulation des personnes, mais également pour la circulation des biens de Dakar vers l'intérieur du pays. Au fond, on a des projets de développement économique qui sont soutenus par le secteur privé. Comment est-ce que ces projets prennent en compte les besoins des populations, et notamment des besoins de population des femmes, des besoins de genre, comme on dit? Alors, il faut voir qu'on est dans un contexte où le Sénégal a pratiquement ratifié tous les accords en rapport avec la protection des femmes. Et même au niveau institutionnel, au niveau de chaque département ministériel, il doit y avoir un point focal genre. Donc, c'est pour dire l'intérêt qui devrait être accordé à la prise en compte des aspects genre dans toutes les activités. Mais malheureusement, pour certains départements, il n'y a pas ce point focal genre-là. Et pour le cadre des PPP, on verra que dans tous les textes relatifs à la loi sur les PPP, l'aspect genre n'est pas pris en compte. Ce n'est cité nulle part. Et ce qui fait que là, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que dans la mise en œuvre également, cet aspect peut ne pas être pris en compte. Sauf que l'avantage qu'on peut avoir avec certains bailleurs de fonds, il y a un aspect inclusion sociale et genre qui est très important et qui peut être même un filtre pour l'acceptation ou non du projet. Mais pour le cas d'espèces que nous avons étudiées, l'aspect genre n'a été institutionnalisé nulle part. Ce qui fait que c'est une faiblesse. Et on se rendra compte que dans la mise en œuvre, cet aspect genre n'est pas pris en compte. Dans les impacts également, c'est la négligence de la prise en compte de cet aspect genre de la préoccupation des conditions des femmes. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est que ce qu'on appelle la politique de compensation des parties prenantes, de réinstallation, on ne prend pas en compte les préoccupations des femmes. Est-ce que le fait de faire passer le projet par ce trajet, il y a un marché qui regroupe des femmes, ou bien il y a un centre de production qui est là-bas. Est-ce que ça entrave au bien-être ou bien aux intérêts des femmes? Et ce sont ces aspects-là qu'il faut inclure dans la législation, qu'il faut inclure dans le cadre institutionnel pour que dans les projets, ces aspects soient pris en compte, de telle sorte que dans toute décision, les préoccupations des femmes sont prises en compte. Alors, ma question face à ce partenariat privé-public, c'est au fond une question sur la résistance. Parce que les États africains ont été obligés d'être dans ce partenariat privé-public qui leur a été imposé par l'extérieur, par les grandes institutions financières. Est-ce que les États ont cherché d'autres solutions? Est-ce qu'il y a eu des obstacles? Est-ce qu'il y a eu des alternatives? Vous, comme économiste, est-ce que vous avez vu des changements? Ou bien est-ce qu'on va continuer à être dans ce cycle qui est un cycle quand même assez difficile? C'est vrai qu'on peut dire qu'on a imposé aux États africains l'obligation de recourir aux parties prenantes parce que si les robinets sont fermés, d'un côté, la seule solution de recours, c'est les PPP. Mais en tant qu'économiste, appréciant la valeur de l'accès au financement pour accéder à des biens et à des services, ça devient un input incontournable. Et le partenariat public-privé peut être une solution efficace à l'accès aux services. Mais il faut une prise en charge pertinente, une prise en charge qui requiert l'expertise de la part de nos États africains. Parce que sinon, c'est le privé qui y gagne et finalement, le gouvernement n'y gagne pas. On a plusieurs cas d'exemple de partenaires privés qui viennent et il n'y a aucun intérêt ou bien faible intérêt pour la population sénégalaise. Et je pense que c'est là où se trouve tout le débat sur la croissance extravertie.
Parce que toute la croissance est portée par les grandes entreprises et les entreprises étrangères qui viennent avec leur main-d'œuvre, qui viennent avec leurs matériaux de production, etc., etc. Donc finalement, qu'est-ce qu'en gagne l'économie sénégalaise? Et c'est aux États africains de s'approprier l'expertise qu'il faut en matière de partenariat public-privé pour mieux négocier les contrats de concession, mais également pour mettre un cadre institutionnel qui favorise un partenariat gagnant-gagnant pour tout le monde. Et des fois, du côté de la population, c'est là où il faut une démarche participative. Mais pour moi, l'avantage, l'intérêt, c'est de dire quelle est la source de financement qu'il nous faut pour accéder aux biens et services. Et si on réfléchit entre toutes les parties, le gouvernement, les populations qui en bénéficient et qui malheureusement sont souvent écartées, on peut trouver la bonne solution et faire accepter les infrastructures ou bien les projets de façon générale par tout le monde. Le gouvernement, il a ses objectifs, mais c'est les populations qui bénéficient de ces activités. Et il faut qu'il y ait une démarche participative. Le PPP n'est qu'un moyen de financement. Et dans la définition des projets, dès le départ, il faut que tous les acteurs soient impliqués pour trouver la meilleure solution de financement, qui peut ne pas être le partenariat public-privé, mais si c'est la solution qui s'impose, parce qu'il n'y a pas les ressources qu'il faut pour financer ces projets, en ce moment, il faut que les contrats de concession tendent vers un équilibre pour que tout le monde y gagne et que ça ne soit pas le cas qu'on observe actuellement au Sénégal où c'est les entreprises étrangères qui viennent avec leur main-d'œuvre, leurs matériaux de construction, tout ce qu'il faut et qu'au final, la population n'y gagne pas. Et donc, c'est tout ce qui alimente le débat sur la croissance extravertie. Voilà, merci beaucoup, Dr Ndoye. Merci. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Cette série de podcasts a été produite par Dawn, Alternative de développement avec les femmes pour une nouvelle ère. L'épisode d'aujourd'hui a été édité par Alice Furtado et mixé par Ernesto Senna. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Je suis Fatou Sow et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode. Merci.